Merci de votre fidélité. Bonsoir et merci de votre fidélité. Donc, bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Toutes nos excuses pour cette erreur technique. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr dans l'émission Être et Savoir, même si nous sommes au mois de Ramadan. Mais la même équipe, elle est là, elle est au complet. Monsieur Vali, qui souhaitait un report du mois de Ramadan, ce qui n'a pas réussi. Monsieur Vali, bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On essaie d'aller bien avec le Ramadan. Mais est-ce que vous allez bien? On essaie d'aller bien. L'après-midi du deuxième jour du mois de Ramadan. Il n'y a pas assez plein pour le moment. Hein. Je suppose que vous êtes habitué. Monsieur Cheikh, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. La musique de dire bonjour. C'est la même chose. Hein. Le mois de Ramadan, les Condés, c'est pas facile. Monsieur Alpha, bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur Condé. Merci d'être bonsoir à tous. venu. Ça va le Ramadan? Oui, ça va. D'accord. En tout cas, je vous souhaite très bon Ramadan. Hein. Merci. Et nous Merci. allons continuer donc notre émission, toujours avec les sujets sur l'éducation. Et comme toujours, monsieur Vali, nous allons d'abord aller dans les ENI parce que ça a grogné la semaine dernière. Effectivement, depuis quelques jours, les ENI connaissent de grosses perturbations. En effet, les élèves mécontents du retard du paiement de leur prime d'entretien ont interrompu les cours dans la plupart des ENI du pays. Naturellement, cette situation inquiète et interroge plus d'un. Quelle est la situation actuellement dans les ENI? Et qu'est-ce que les autorités envisagent pour mettre fin à ces perturbations multiples? Et pour cela, nous allons essayer de joindre le porte-parole du collectif des enseignants maîtres, enfin des élèves maîtres qui grognaient la semaine dernière, même si par endroit, on suppose, tout est rentré en ordre, hein, j'ai vu ça quelque part, je ne sais pas si c'est vers oui, on parlait d'interruption mais on va l'écouter, Sinon, on revient toujours sur le discours de politique générale du Premier ministre sur l'éducation de base. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a invité un cadre du MENA, c'est le conseiller juridique M. Kaba qui sera avec nous en studio. Et avec lui, nous allons essayer de discuter, ou plutôt de comprendre du point de vue du MENA, ce discours du Premier ministre qui voudrait maintenant qu'on investisse un peu plus dans l'éducation fondamentale, dans l'éducation de base. Nous allons revenir sur les sujets avec les mêmes acteurs. Être et Savoir, l'émission, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre, démarre juste après cette transition. Être et Savoir sur Radio Espace Guinée. C'est le magazine dédié à l'éducation, du primaire à l'enseignement supérieur. Animer le débat et susciter la réflexion sur les politiques scolaires et universitaires, ainsi que sur les pédagogies et les pratiques éducatives d'aujourd'hui. C'est Être et Savoir sur Espace. Et donc l'émission continue. Je commence avec Monsieur Cheikh. Vous avez entendu parler de cette grogne au niveau des écoles? Bien sûr. Mais il fallait s'attendre à ça parce que les étudiants qu'on oriente vers les ENI ou vers l'ISEC, l'État pense prendre les meilleurs, les envoyer à Gamal et à Symphonia. Et souvent pour orienter un étudiant à Symphonia, on demande 14 de moyenne, 14 de moyenne, 15 de moyenne. Mais il y a pas de contrainte. Il faut d'abord rappeler c'est quoi les ENI. C'est l'école. Je pense que c'est normal d'instituteurs. Donc ce sont des écoles dans lesquelles on forme les futurs enseignants. Quelle est la différence avec l'ISEC par exemple? Bon, la différence entre les ENI et l'ISEC, il faut comprendre que l'ISEG est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, entendez par l'ISEG, Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Et là, nous avons au sein de cette institution deux départements qui forment à la fois les enseignants du secondaire et les maîtres formateurs au niveau du primaire et des professeurs des écoles normales. D'accord. Donc, il faut comprendre qu'au niveau des ENI, les ENI sont à la disposition de l'enseignement technique et professionnel. Donc, l'école normale des instituteurs, ils ne forment que des instituteurs qui doivent évoluer principalement dans les classes du primaire. Parce que pour le moment, oui, principalement, parce que le préscolaire... Donc ça veut dire un sortant de l'ENI ne peut pas enseigner au collège ou au lycée, par exemple? Non, et ça a été d'ailleurs un des points de revendication de ces maîtres enseignants, de ces futurs maîtres enseignants. Et c'est l'un des points de revendication pour qu'on les remette au niveau de l'hierarchie A. Et c'est d'ailleurs ce qui est pratiquement impossible dans la mesure parce qu'il faut tenir compte de l'accession et comme on appelle d'un bachelier au compte d'une institution. Si vous rentrez au compte d'une institution pour faire pratiquement que 2 ans, et là vous sortez avec de l'hierarchie B. Et quand vous devez, généralement les gens qui doivent être dans le cadre de l'enseignement, ils enseignent uniquement qu'au niveau du primaire. Donc comparativement à ceux de l'ISEG, et ils finissent
avec la licence professionnelle, donc une licence professionnelle. En fait, si je comprends bien, voilà. Les sortants de l'ISEG sont des cadres supérieurs des sortants des élites. Il faut l'entendre ainsi. C'est là-bas que le bas blesse. Ce n'est pas les diplômes n'ont pas les mêmes valeurs. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Parce qu'eux, ils font les 4 années de formation sanctionnées par une soutenance. À l'ISEG. Et à l'ENI. Bon, j'ai pas une idée par rapport à la soutenance, mais tout ce que je sais, c'est ces étudiants, ils font 2 ans de formation associés à des pratiques enseignantes dans les écoles. D'accord. Voilà. Donc c'est là-bas que le bas blesse. Ils ont eu le bac dans les mêmes conditions. Par suite de quoi, je ne sais pas, on les oriente à l'ENI. Et là-bas, on les bafoue. Mais il faut tenir compte de la moyenne au baccalauréat. Je suis d'accord, mais tout qu'on fait... du choix du bachelier. Oui, mais je pense qu'il est difficile qu'un élève qui a eu le bac choisisse d'aller à l'ENI. Oui, mais le problème, c'est ça fait partie, si je peux faire une parenthèse. La revendication, on reviendra sur la revendication tout à l'heure, mais c'est important. Non, ça ne portait pas sur ces éléments. C'est juste des précisions pour essayer de comprendre ce que c'est que l'institution ENI. Parce que beaucoup parlent de l'ENI, mais beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire ENI, justement. Moi, il y en a qui découvrent avec nous effectivement que l'ISEG, c'est l'enseignement supérieur, c'est le cadre supérieur de l'ENI. De toute façon, les bacheliers aujourd'hui, rares sont ceux qui acceptent d'aller faire une formation professionnelle. Donc c'est comme si vous faites le bac et après on vous envoie dans une école professionnelle pour sortir l'hierarchie B. Ça veut dire les ENI sont des écoles professionnelles. Bien sûr. Oui, effectivement. Voilà, ça fait pas partie de, mais la précision, elle était importante pour nos auditeurs. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est frustrant. C'est normal que ces gens-là essayent de revendiquer à ce qu'on rehausse le diplôme, la valeur du diplôme. Mais ce que M. Keta vient de dire, c'est purement technique. Après 2 ans d'études à l'ENI, on ne peut pas aspirer à avoir un diplôme qui a la même valeur que quelqu'un qui a fait 4 ans d'études. Oui, mais la revendication portait plutôt sur autre chose. Oui, non, c'est l'un des points de revendication. Parce que moi, j'ai entendu parler, je les ai entendu parler de primes. Surtout ce qui venait en première ligne. Peut-être que ces rumeurs venaient peut-être en dessous, mais ce qui surnageait par rapport aux revendications, c'était le besoin immédiat. Vous savez, généralement, l'étudiant guinéen vit assez mal. L'étudiant même de façon générale vit assez mal, mais l'étudiant guinéen vit aussi assez mal, compte tenu de la prime d'entretien qu'ils retiennent. Comme ça on les appelle les traitements, les bourses d'entretien. Si on peut appeler ça pécule, bien sûr. Et figurez. On les appelle des pécules de toute façon. Mais ce sont des pécules qui ne font pas. C'est pas le transport, ça ne fait pas le transport. Oui, c'est vrai, tout ça. Vous savez, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, je crois. Moi j'ai un tout autre avis là-dessus. Et figurez-vous que cela fait plusieurs mois, on me parle d'ailleurs même de 6 mois, que ces élèves maîtres des ENI n'ont pas reçu leur prime d'entretien. 6 mois. D'accord. Quasiment la moitié d'une année. D'accord. Voilà. Guy de Mieux pour nous expliquer que c'est lui qui porte la parole du collectif qui n'était pas content la semaine dernière. On va aller donc joindre M. Mohamed Diallo, il est en ligne avec nous. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes porte-parole du collectif élèves maîtres, c'est bien cela? Évidemment. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Au fait, bonsoir une fois. Est-ce que M. Diallo, vous pouvez éteindre le poste récepteur à côté? Vous ne pouvez pas vous écouter là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Allez-y donc. Ici, c'est bon? Allez-y. Au fait, la situation qui se trouve au sein des ENI, oui. Nous sommes tous unanimes comme on vit l'étudiant guinéen. Surtout nous qui sommes dans les ENI. On est très mis à bas. Vous savez pourquoi? L'État ne valorise pas. Il n'y a pas tellement de considération à notre égard. Nous, on le dit comme ça. Parce qu'on a commencé les cours le 9 novembre. On est resté 3 mois sans rien. Et puis, on a demandé aux encadreurs de voir la situation. Ils disent que l'argent n'est pas à leur niveau de continuer les cours. Entre-temps, on s'apprêtait pour aller au stage. Donc, du coup, le premier, on devrait aller au stage. On s'est mobilisé, on est venu vers eux de voir la situation. Parce que nous savons tous que la situation est dire à du retard. Ils disent que c'est pas équipé, qu'il fallait bien sur à leur position, qu'ils vont nous appeler. Donc, on a accepté d'aller en stage. Mais vu maintenant, nous sommes en mois d'avril et le ramadan s'apprête à venir. Un jour, moi, je suis resté en stage. Un ami m'appelle de Chonfounia avec qui j'ai fait le bac.
Il me dit, ah, maintenant, on nous a payé ici, et de votre côté. Ah, je dis, ah non, on n'a rien réussi de notre part. Donc, du coup, je recevais tellement d'appels de partout. Ainsi, on a appelé à la direction, ils ont dit, ah bon, l'argent n'est pas venu, donc continuez vos stages. Continuez sur la formation, l'argent, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est une affaire secondaire. Donc, nous aussi, on a décidé de former un mouvement. Peut-être l'État nous a oubliés. On fait les réveiller, ça disant que nous sommes venus aussi. Parce que nous sommes rentrés au même titre que nos camarades qui sont dans les universités. Ils ne nous dépassent pas sur le plan intellectuel. Nous sommes plus égaux, on a fait plus le bac ensemble. Malheureusement, comme l'examen est une question de sens, peut-être que c'est là-bas que nous méritons, comme ils le disent. Mais ça, c'est l'objet de notre débat parce que nous savons comment se passent les examens. Parce que l'État perceptible. Donc en gros, qu'est-ce que vous reprochez? C'est le non-paiement de vos bourses d'entretien, c'est ça? Effectivement, nous réclamons nos bourses d'entretien parce que nous vivons difficilement à Dominica ici. La vie est très dure. La plupart d'entre nous ne vivent pas avec leurs parents. Ouais, monsieur Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir, bon, monsieur. Je voulais savoir exactement, il y a de cela combien de mois vous n'avez pas perçu vos primes d'entretien? Bon, depuis le 9 novembre, on a commencé les cours. Imaginez, nous sommes à 6 mois maintenant en situation d'apprentissage et l'État n'a pas pensé à nous. Donc, si je comprends, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les choses n'ont pas bougé. Malgré on s'est mobilisé, on est parti à la préfecture. Le préfet nous a reçus en même temps que les deux pays. Ils nous ont promis qu'on sera payé la semaine-là. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, rien n'est fait. Le problème, c'est qu'on a vu quand même dans d'autres ENI, par exemple, à Cancan, si je ne me trompe pas, et ils ont repris les cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'on les a payés ou ils vous ont trahis? Bon, je peux dire à toutes ces jeunes qui ont des convictions. S'ils ont déclenché, nous aussi on a enchaîné, c'est parce qu'on avait les mêmes objectifs. Mais vu que déjà le préfet nous a garanti de répondre les cours, c'est à cause de cela que ceux-ci ont repris. Ce n'est pas parce qu'ils ont lâché. Mais si la semaine l'a passé qu'on n'est pas payé, on va reprendre nos boucliers et la résistance va continuer. Monsieur Chek. Alors, monsieur Diallo, votre prime, au fait, c'est combien ça, par mois, vous percevez combien? Ah, vous ne le savez pas. Nous percevons ici 540 000 par trimestre. Les autres universitaires? Allez-y sur la question. Je dis, vous recevez la même somme que les autres universitaires? Non, c'est pas la même. Je peux? Allez-y, monsieur. Voilà, monsieur Diallo, ma question est de savoir, vous avez fait 6 mois sans prime d'entretien. Comment est-ce que les... Nous sommes en stage, on n'a pas de prime de stage. Voilà, monsieur Diallo, comment est-ce que vous avez réussi à vivre loin de vos parents pendant 6 mois, vous et vos amis, sans prime d'entretien? Comment vous avez réussi ça? Merci, je viens là-dessus. En fait, vu que lorsqu'on était à Dubreka là-bas, vu que nous sommes des enseignants, on cherchait des révisions à domicile. Donc, on partait dans des domiciles, organiser des cours de révision avec ces petits sommes-là. On cherchait à pas se nourrir, à pas payer nos loyers. Mais vu que nous sommes en situation de stage, et après l'école, il faut planifier. Avant d'aller à l'école, il faut planifier. Donc le temps n'est plus favorable à nous. Donc ces activités-là, on ne peut plus les mener. Vous voyez? Donc on se trouve dans la galère et nous sommes dans le mois de Ramadan. Rien ne va de notre côté. C'est pourquoi nous aussi, on a fait appel à la résistance. À ce niveau, monsieur Diallo, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu et qu'est-ce que vous avez prévu de faire par la suite? Bon, vu que les autorités suprêmes qui est le DPE et le préfet de l'Ivreka, ils ont dit de continuer nos stages, ainsi de suite. Mais il y a des camarades qui, jusqu'à présent, sont à la maison par manque de monde. Ils disent qu'ils ne peuvent pas aller pour faire le stage parce qu'ils n'ont pas de transport. Ils n'ont rien à manger. Quand d'autres même sont sur le terrain comme ça, chercher quoi, à quoi se nourrir. Et ces stages-là, vous les effectuez dans les différentes écoles, les écoles primaires, c'est ça? Effectivement, dans les différentes écoles. D'accord. Nous vous remercions, M. Diallo, d'avoir accepté de répondre à nos questions. À la prochaine. Merci. Bien. On continue donc.
On continue donc cette émission, M. Valli. On a écouté M. Diallo, il porte la parole du collectif des jeunes de l'ENI. Ils sont pas. Mais en même temps, c'est compréhensible. Moi, je comprends parfaitement leurs préoccupations parce que c'est une promesse de l'État quand même de pouvoir les entretenir pour qu'ils réussissent à faire ce qu'on attend. Je n'emploierai même pas le mot préoccupation. Je emploierai le mot frustration. D'accord. Lorsque vous avez écouté le jeune élève maître, vous avez entendu le mot l'État ne nous considère pas. Ne nous considère pas, oui. Si l'État ne considère pas des enseignants maîtres, ça veut tout à fait dire ce que ça veut dire. D'accord. On oriente des étudiants dans les ENI. On ne leur donne pas de prime d'entretien pendant 6 mois. Quand d'autres étudiants, en même temps, ça ramène à cette question éternelle, champiternelle, plutôt qu'on évoque ici tout le temps. Tout le temps, oui. Le ministère, le MENA ne maîtrise pas les finances des enseignants. Parce que je suis sûr que ce n'est pas le MENA. Mais ce n'est pas le MENA seulement. Mais c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui sont obligés de prendre ça. C'est l'enseignement technique, ça. Le MENA n'est pas le ministère du Je suis en train de... L'enseignement technique est professionnel. Donc voilà un autre cas où l'enseignement technique est professionnel, ne maîtrise pas non plus les finances. Ne maîtrise pas les finances également. Mais le MENA se trouve impliqué dedans. Peut-être je parle de MENA parce que c'est dans les écoles primaires que ces jeunes-là font des stages. Maintenant qu'ils ont arrêté les stages, ça veut dire que des élèves qui sont habitués à ces enseignants-là ne font plus cours parce que ces enseignants-là ne sont plus là. Et ça bloque le système. Ça bloque quelque part. Les finances, c'est le gros du problème finalement, Madame Néaya. Là, quand même, c'est un problème qui est vraiment sérieux. Oui. Surtout que nous savons que l'ENI est école normale des instituteurs. Oui. Et si toutefois ce sont ces instituteurs qui sont chargés d'enseigner, c'est-à-dire au niveau du primaire, oui, et que le Premier ministre lui-même, il a dit, sa préoccupation, c'est l'enseignement fondamental, alors que ceux qui sont censés d'encadrer les enfants-là ne sont pas du tout pris en considération. Oui. Leur situation est vraiment précaire et leur niveau de vie est vraiment très bas. Comment est-ce que ces gens-là peuvent avoir une bonne formation académique pour aller transmettre de nouveau à certaines personnes? D'accord. Donc là, je vois une nuance qui est là. Okay. L'enseignement fondamental, sa priorité, mais les encadreurs ne sont pas sa priorité. En même temps, quelque part, il y a une obligation morale quand même. Quand on enseigne des enfants. Vous imaginez un maître qui n'a rien n'a mangé, comment est-ce que lui peut donner des cours à un enfant correctement qui c'est-à-dire qui est à la base de sa carrière, qui ne peut pas comprendre sa situation, on peut comprendre ça. Mais c'est d'où je pose la question. Est-ce qu'en même temps, ça ne met pas cet enseignant-là dans une sorte d'obligation morale de venir quand même en classe? Je veux dire, est-ce que ça crée un dilemme des enseignants maîtres? Ça crée un dilemme au niveau de l'enseignant. Oui. Soit il fait face à son devoir d'enseignant, ou bien il réclame un droit. D'accord. On est d'accord. Oui. Mais c'est là-bas, c'est vers là-bas, j'attire votre attention par rapport au manque de mouvement, manque de mobilité des syndicats. D'accord. Il s'intéresse aux enseignants, mais il ne s'intéresse pas à la base, à la formation de ces enseignants. Et dans quelles conditions ces enseignants sortent des ENI. D'accord. C'est le bon moment, genre pour le SLEC, SNE, tout, d'aller vers ces gens, recenser les préoccupations, empêcher ces gens d'aller en grève et aller voir le MENA ou le département du TEL pour créer une synergie. Pas obligatoirement de rencontres par-ci par-là, de réunions par-ci par-là, mais c'est à eux de servir de tampon entre ces gens-là pour que tout aille bien. Parce que dans tous les cas, si ça ne fonctionne pas, ce sont des enfants qui sont sacrifiés. Exactement. Monsieur Cheikh, mais vous savez qu'il y a une contradiction si le mouvement syndical venait à se mêler de cette situation. Non, mais le mouvement syndical est réservé aux travailleurs. Écoutez, mais ce sont des travailleurs. Il ne faut pas qu'on fasse un tour. Ce ne sont pas des travailleurs. Ce ne sont pas des travailleurs. Non, ils sont des travailleurs. Attendez, dans le cas où ils sont en train de donner cours dans des écoles. En stage. Mais peu importe, même s'ils sont en stage, ils travaillent. Oui, mais maintenant qu'ils ne vont pas en classe, il y a des classes vides, il y a des enseignants qui manquent. Non, ils viennent en stage, ils viennent assister. Je vous assure qu'il y a des salles où, malgré qu'ils sont assistants, ils donnent cours et qu'il n'y a personne.
Non, mais oui, non, pas des principes qui sont assistants. C'est qui est sur le net. Ça, c'est connu de façon. Dans les écoles, il n'y a pas d'enseignant. Si on a un élève maître à Dubreka, par exemple, il faut l'entretenir. On ne peut pas mettre deux enseignants dans une classe alors qu'il y en a une autre qui n'en a pas. Non, l'assistant. En théorie, ils sont assistants de nom. À Dubreka, à Dubreka, on va aller dans des écoles primaires, on va trouver ces assistants plus nombreux que les gens orientés. Évidemment, une chose est sûre, le mouvement syndical n'a pas se mêlé de ça parce que pour le moment, ils ne sont pas employés. Quand je dis se mêler, quand je dis se mêler, peut-être bien. Quand je dis se mêler, c'est par rapport à chercher à améliorer. Il peut faire de la médiation. Empêcher que les enfants aillent en grève. Je ne les demande pas d'entrer en activité comme ce qu'ils peuvent appeler. Mais de les sensibiliser. Vous êtes des futurs enseignants. Vous êtes des futurs enseignants. Vous n'avez pas allé en grève. Demandez à l'État de vous regarder d'abord, essayer de négocier au lieu d'aller en grève. Moi, faut pas que moi je dirais, le syndicat devrait être un médiateur entre les maîtres élèves et le gouvernement en place. Mais essayons de comprendre un instituteur qui n'a rien au ventre, c'est-à-dire qui n'a rien. Le besoin moral n'est pas acquis, lui il ne peut rien donner à un enfant. Ouais, sauf que les enseignants, ils sont là, je répète après, ils disent que quand un enseignant se met au tableau, il arrête de penser à tout. Je te rappelle quand ventre vite n'a point d'ouïe. D'accord. Moi, je pense que pour terminer, pour terminer, ce que je vais toujours interpeller le ministère de l'enseignement technique de voir la situation de ces jeunes parce que ils en souffrent. Mais est-ce que c'est l'enseignement technique? Non, attends. Le problème, c'est pas l'enseignement technique. Non, attendez. C'est l'enseignement professionnel, non? C'est l'enseignement professionnel. Non, je vais dire, ce n'est même pas ce département-là. Non, le maîtrisier en définance, c'est comme si vous demandez au MENA de payer le salaire des enseignants. Non, attendez. Le problème est que quand ces jeunes sont orientés dans ces institutions, ils sont orientés sur la base d'un dossier. Et à travers ce dossier, c'est un dossier qui est remonté par le ministère de l'enseignement technique auprès du ministère du budget. Donc ça revient au ministère de l'enseignement technique, les autorités de l'enseignement technique de suivre le dossier de ces jeunes. Parce que si réellement ça ne va pas dans les salles de classe... Quand ils ne suivent pas leur dossier, bon, tant mieux, mais c'est plutôt qu'ils sont impuissants dans cette situation. Mais c'est ce qu'on a dit la dernière fois. On a dit la dernière fois, c'est ce qu'on disait la dernière fois. On a dit que justement, il faut changer le système. Les ministères en charge de l'éducation constituent des maillons faibles parmi peut-être qu'on va continuer à le chanter ici. Mais il y a une question que je me pose. Sur quelle base le ministère, c'est-à-dire sur quelle base il se réfère pour orienter les élèves à l'ENI? Bon, la base, quels sont les critères? À ce niveau, ce n'est pas clair. Ce sont les moyens. Mais s'il vous plaît, les plus nuls vont dans les ENI et les mieux notés vont dans les... C'est ça que vous avez essayé. C'est là où le problème. C'est lui qui doit former le futur président, un futur ministre de demain, à une faible note, une faible moyenne, pour aller à l'ENI. Comment est-ce que cette personne peut encadrer, peut former les futurs de cette nation? Madame, partout dans le monde entier, il faut comprendre que les institutions d'enseignement de cette carrure, on ne peut pas les comparer par rapport à ceux qui évoluent par exemple au niveau du secondaire, nous au niveau il faut comprendre que les étudiants qui sont orientés dans les ENI, ils sont partis à l'ENI sous la base des notes obtenues au baccalauréat unique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans la plateforme Goupol, si réellement les choix que tu as eu à faire et que tu n'arrives pas réellement à satisfaire réellement ces choix, donc carrément la plateforme t'oriente dans une filière. Donc, ça, c'est en théorie, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais une faible note peut être orientée dans certaines écoles professionnelles. Il ne faudrait pas qu'on sorte du débat. Il faut qu'on recadre un peu. Et pour recadrer le débat, on va aller à la pause et on recevra notre invité juste après. Les problématiques culturelles et sociales qui traversent l'école continueront d'être au centre de nos préoccupations sans jamais perdre de vue les questions fondamentales de la réussite, de l'échec et du devenir des élèves et des étudiants. Parce que l'éducation n'est pas qu'une affaire scolaire, Mohamed Ali Condé élargit le champ de son émission pour s'intéresser à la transmission sous toutes ses formes, à l'école jusqu'à l'université, mais aussi en famille, seul face aux écrans, comme dans les lieux culturels et les espaces professionnels. Radio Espace. Être
Être et savoir. Être et savoir. Mesdames et messieurs, maintenant il est avec nous, c'est notre invité du jour, c'est bien sûr le conseiller juridique. Il est conseiller, c'est désagréable un tout petit peu quelque part de cette... Monsieur Sanoussi Kaba, Mohamed Sanoussi Kaba est conseiller juridique au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir. Tirez le micro vers vous, c'est possible. Tirez encore. Voilà. Oui, à votre convenance. Merci d'accepter notre invitation. Nous essayons donc d'aborder la problématique liée justement à l'éducation nationale en général. On vous a fait venir pour écouter de votre point de vue un certain nombre de vous entendre sur un certain nombre de sujets, notamment l'éducation à la base. Merci encore une fois d'être venu. La première question, monsieur Vali, directement. Oui, monsieur Kaba, bonne arrivée. Hein. Merci. Voilà, donc monsieur Kaba, moi je suis très direct. Depuis le discours du 7 avril, le discours du Premier ministre sur l'éducation, il a parlé de priorisation de l'enseignement fondamental. Le MENA est-il réellement, je dis bien réellement, dans la vision du Premier ministre? Parce que les annonces que nous avons entendues avant sont totalement en contradiction avec ce qu'on vient de nous annoncer. Voilà. Merci bien. Merci à vos millions d'auditeurs. Effectivement, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'inscrit dans cette vision. Il faut dire qu'il y a des réformes qui ont commencé au ministère de l'Éducation depuis 2017, avant donc l'arrivée du Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Et dans ces réformes-là, on avait prévu effectivement l'élargissement de l'enseignement de base, donc qui prenait en compte l'école primaire, plus le premier cycle du secondaire. Donc on pourra faire un seul cycle. C'est ce qu'on appelle l'enseignement fondamental en réalité. Donc le Premier ministre a certainement peut-être voulu faire allusion à l'éducation de base, parce que l'éducation de base, c'est l'éducation non seulement préscolaire, mais également aussi les écoles maternelles et l'enseignement primaire qu'on appelle dans notre jargon l'enseignement élémentaire. Alors donc l'éducation de base couvre donc ces deux cycles-là, et maintenant l'enseignement secondaire, lui, il va prendre en compte le collège et le lycée. Mais comme je l'ai dit, il y a un changement de paradigme qu'on a voulu opérer, qu'on est en train d'expérimenter, comme certains pays l'ont expérimenté, mais ce n'est pas totalement acté dans beaucoup de pays. Et ce paradigme-là, c'est d'essayer de faire un seul cycle. L'école primaire, c'est-à-dire de la première année jusqu'en 6e année, au lieu qu'il soit sanctionné par un diplôme, notamment le certificat d'études primaires élémentaires, donc de bien vouloir supprimer ce certificat-là, donc cet examen-là, et d'en faire un cycle complet, un cycle continu, jusqu'à la fin donc, du collège, notamment en 10e année. Donc en faire un seul cycle. C'est ça en fait la vision de l'enseignement fondamental. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, bien que les textes l'aient prévu, notamment qu'on appelle ça le décret de 2017 qui a réorganisé le ministère de l'éducation, le ministère de l'enseignement, ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Avant c'était le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'éducation. Alors ce que je vous propose, c'est de revenir sur l'un des arguments ou sur le discours du Premier ministre. On va écouter en même temps que vous et on revient juste derrière pour vous interroger là-dessus. Être et savoir. Dans la réforme du système éducatif, un accent particulier sera mis sur la formation technique professionnelle pour une meilleure adéquation entre l'apprentissage des métiers et les besoins en termes d'emploi. Je souhaiterais rappeler que conformément à ma lettre de cadrage pour le budget 2021, les crédits alloués au secteur éducatif ont augmenté de 20%. À moyen terme, c'est-à-dire c'est la période du PNDS 2, l'objectif est de garantir 20% du budget national à l'éducation. Être et savoir. 20% du budget, 20% du budget doit être consacré à l'éducation nationale. Et la question que j'ai envie de vous poser, où va-t-on mettre ces 20%? D'abord, il faut dire que quand on dit qu'on va allouer 20% du budget national à l'éducation, c'est tous les secteurs, c'est-à-dire et l'éducation de base, c'est-à-dire le MENA, ensuite l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Donc c'est tous les trois départements confondus, c'est ce qui constitue le système éducatif. Mais en priorité, donc les 20%,
Voilà, les 20%. Donc on suppose que 15% peut-être ira au ménage. Non, pas forcément. Actuellement, on est autour d'environ 19,4% comme ça, donc du budget qui est alloué au système éducatif. Mais la répartition intrasectorielle, c'est-à-dire à l'intérieur du secteur de l'éducation, la répartition n'est pas comme vous le pensez. Mais maintenant, vous avez combien par exemple sur les 3 départements? Sur les 3 départements. Est-ce que vous avez 10% sur les 19? On n'a pas 10% sur les 19. Donc le MENA est relégué. Bon, le MENA n'est pas... On peut dire... Vous ne pouvez pas le dire, mais non, vous n'avez pas la moitié du budget alloué cette année à tous les secteurs. 3 secteurs, vous n'avez même pas la moitié, alors que vous êtes la priorité des priorités selon monsieur... le Premier ministre, Kassori. Ça c'est comme je l'ai dit, ça c'est la répartition qui se faisait. Maintenant, il veut passer donc de 19,4% à 20%. Maintenant, c'est-à-dire une augmentation substantielle donc de la part du budget national qui va être alloué à tout le secteur de l'éducation. Alors donc cela va entraîner une nouvelle répartition. Comme il a dit, on va augmenter certainement le budget aussi du MENA, notamment parce qu'il y a beaucoup de salles de classe qui sont construites ça et là. Donc il y a des écoles qui sont construites à cycle incomplet. Il faut compléter ces cycles-là. Ça, c'est une première priorité. L'autre priorité aussi, c'est la formation donc des enseignants eux-mêmes. D'où la question, si je peux me permettre. Dans quoi faut-il investir dans l'immédiat? La priorité des priorités, pour parler comme l'une des anciennes ministres. Quelle est la priorité des priorités? La ressource humaine, les infrastructures, ou le programme, les différents programmes qu'il faut revoir. Donc, à quoi faut-il s'attaquer maintenant, tout de suite? Maintenant, tout de suite, je crois qu'il est difficile de vouloir prioriser l'un de ces volets-là par rapport à d'autres. Si on met l'accent sur les ressources humaines et qu'on laisse les infrastructures, il y a beaucoup d'infrastructures aujourd'hui qui sont dans un état de vétusté qui ne dit pas son nom. Même à Conakry ici, il n'est pas rare de voir des établissements qui ont complètement la gueule cassée. Il n'y a pas d'entretien. C'est indigne qu'on puisse vraiment former la future élite de ce pays dans de tels établissements. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut vraiment mettre l'accent sur ces infrastructures. Mais en même temps, les infrastructures sans les enseignants, sans le personnel de formation, ça pose problème. C'est pourquoi on est obligé donc de partir avec cette triptyque-là, c'est-à-dire accès, notamment tout ce qui concerne les infrastructures, la qualité, l'équité, et puis donc l'accès et l'équité, et puis la qualité. Donc, on est obligé d'aller progressivement avec vraiment ces trois volets-là. D'accord, M. Alpha, question. Monsieur Cheikh. Bon, monsieur Kaba, moi je voulais savoir, le fait qu'on alloue les 20% à l'éducation, quel impact ça a directement sur le salaire ou le traitement des enseignants et des futurs enseignants que constituent les étudiants de l'ENI? Mais voilà, je vous rappelle, c'est un enseignant qui a eu son salaire bloqué. Bon, voilà, nous sommes vraiment très désolés que cela soit arrivé. Mais bon, voilà, ça fait partie donc des réformes globales au niveau donc de l'État. Alors maintenant, la part du salaire. Comme je l'ai dit tantôt, M. Diallo l'avait dit tout à l'heure, c'est M. Diallo, n'est-ce pas? M. Condé, oui. Voilà, M. Condé l'avait dit tout à l'heure là, je l'ai écouté. Il a dit les aspects financiers, ça échappe au ministère utilisateur. Donc là, ça, ce débat peut être porté à un autre niveau, au niveau par exemple donc des finances, au niveau de la conférence budgétaire, lorsqu'il s'agira donc de négocier pour le budget. Voilà, maintenant pour le reste, si on contrôlait les différents ministériels par cet aspect-là. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Mais aussi, il y a aussi que vraiment le recrutement aussi pose un problème, un problème sérieux. Vous en avez d'ailleurs parlé cette semaine, hein, voilà, au cours de la réunion de cabinet, je pense. Voilà, donc le recrutement, ça pose problème. Nous ne sommes pas totalement maîtres du recrutement des gens que nous utilisons, des enseignants que nous utilisons, permettez-moi l'expression, je ne veux pas vraiment être péjoratif. Alors donc, les enseignants que nous devons utiliser, nous n'avons parfois vraiment pas la maîtrise sur les modes de recrutement. Ça pose un sérieux problème. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis 2019 déjà, il y a eu un arrêté conjoint qui a été signé donc par le département de l'éducation, celui de la fonction publique et également aussi celui donc du budget, qui prévoit maintenant de réguler le mode donc de recrutement des enseignants, c'est-à-dire les modalités de recrutement des enseignants de façon exceptionnelle. Parce que, imaginez-vous un instant, la fonction publique recrute les enseignants, recrute tous les fonctionnaires, et on met un certain nombre de fonctionnaires donc à la disposition de l'éducation qui n'ont pas forcément la qualité de pouvoir vraiment enseigner, ou l'envie même, ou même l'envie même d'enseigner. Il n'est pas rare de voir vraiment de nouveaux fonctionnaires recrutés qui disent non, moi je ne veux pas enseigner. Alors qu'on a des très bons enseignants. Alors qu'on a des très bons enseignants qui sont... M. Valli par exemple, c'est voilà,
enseignant, mais qui n'a jamais été au public. Au privé, par exemple, voilà, au niveau du privé, par exemple, il y a des gens qui ont embrassé donc l'enseignement par vocation et qui vraiment excellent dans ce domaine-là. Alors, je crois que vraiment, ce n'est pas mauvais vraiment de regarder donc dans cette direction. Donc ça veut dire que les 20%, les 20% annoncés par le Premier ministre, c'est sûr que vous n'allez pas contrôler grand chose dans le MENA. Ça dépendra donc de la répartition. Parce que la répartition intrasectorielle, mais comme le Premier ministre l'a dit, il veut mettre l'accent. Donc ça veut dire que au niveau de l'arbitrage budgétaire, donc intrasectoriel, et là, en ce moment, le Premier ministre prendra peut-être sa responsabilité de dire, nous voulons par exemple sur les 20%, on va donner par exemple peut-être ne serait-ce que 15% peut-être au MENA, parce que vraiment c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus d'élèves, il y a beaucoup plus d'élèves et il y a beaucoup plus d'infrastructures. Le MENA est représenté, je vous le signale vraiment, jusque dans les sous-préfectures, les villages, jusque dans les DSE, on a les DPE, on a les IDE. Alors qu'on compte vraiment du bout des doigts et le nombre des infrastructures scolaires, notamment d'institutions d'enseignement supérieur, par exemple, publiques. Alors si le Premier ministre, si nous pouvons, pour que nous puissions croire en sa bonne volonté, puisque c'est quand même le deuxième responsable de l'exécutif de notre pays, si nous croyons en sa bonne foi et qu'il devrait aujourd'hui, comme il l'a dit, prioriser l'éducation nationale, justement, en y mettant 20% du budget, en ce qui concerne le MENA, que devrait-il faire exactement? Est-ce qu'il faut rendre le MENA indépendant financièrement pour qu'il puisse régler certaines questions? Est-ce qu'il faut permettre au MENA d'avoir la même mise sur son personnel? Par où doit-il commencer pour ne pas tourner en rond tout le temps? Pour ne pas tourner en rond, ça n'engage que moi, ce n'est que mon point de vue, mais il faut dire que vraiment, d'abord il faut penser à augmenter. C'est vrai qu'on est arrivé à 20%, on est passé de 19 et quelques à 20%, c'est déjà un acte qu'il faut saluer, mais la moyenne dans la sous-région c'est 26%. 26%, au minimum 26%. Ah bon? Quand vous prenez par exemple, la moyenne dans la sous-région... C'est 35 Non, le Sénégal a 35, la Côte d'Ivoire a 40 et passe à même plus de 40%. Donc de son budget qu'on alloue. Donc plus vous mettez de l'argent dans le secteur éducatif, plus vous garantissez une bonne formation, non seulement pour les futurs cadres, mais également aussi pour les citoyens lambda, parce que tout le monde n'est pas forcément appelé à être cadre dans ce pays-là. La formation des adultes et autres, là, donc il y a tous ces aspects-là. Alors si le Premier ministre donc veut vraiment qu'on appelle ça faire évoluer les choses, je crois que quelque part il devrait peut-être pouvoir mettre l'accent sur les infrastructures maintenant. Maintenant, il faut mettre l'accent sur les infrastructures. Alors, aujourd'hui, heureusement, nous sommes engagés dans un processus de digitalisation du système qui va permettre donc d'améliorer beaucoup de choses. Ça permettra donc à tous les apprenants d'avoir accès à des ressources éducatives sans forcément vraiment être dans une salle de classe, même pourquoi pas, même à partir de la maison, ils peuvent apprendre. Et il y a cet aspect-là, c'est l'accès donc à l'offre éducative. Mais l'autre aspect aussi, c'est vraiment l'équité. De façon équitable. À Conakry, quand vous prenez par exemple les écoles à Conakry, vous avez des écoles vraiment qui ont beaucoup d'enseignants. Il y a pléthore d'enseignants vraiment à Conakry ici. Il y a des enseignants qui n'ont même pas d'emploi du temps. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, par exemple, il y a certaines écoles, il y a certaines préfectures ou certaines sous-préfectures qui n'ont même pas un enseignant de spécialité. Alors, en ce moment-là, on les met donc dans une position où vraiment ils ne sont pas... Ils sont pas... on les met dans une position d'inégalité, voilà, donc d'iniquité. Alors, donc, ils sont lésés par rapport à certains élèves qui sont à Conakry. Mais pendant les examens, il se trouve que ce sont les mêmes épreuves pour tous les élèves. Alors donc, quelque part, il y a une certaine injustice qu'on est en train de créer. Alors donc, pour corriger cela, c'est pourquoi on embrasse un peu le système donc de digitalisation là qui va permettre donc de mettre les mêmes ressources à la disposition de tous les élèves, mais en même temps aussi, ça va permettre aussi peut-être de régler l'épineuse question des ressources humaines. Parce qu'on affecte des gens qui ne vont jamais, ou quand ils vont, ils s'arrangent donc pour faire virer leur salaire, et après on n'a plus aucun contrôle sur eux. C'est devenu un business. C'est devenu un business au niveau du MENA. Du fait qu'on n'ait pas la même mise totalement sur le personnel enseignant. Il y a des gens au MENA même qui acceptent que c'est la soie et que le système reste ainsi. Parce que dans cela, ils en profitent justement. Voilà, justement, c'est un peu le mal vraiment commun, parce que chacun a sa part de responsabilité, le MENA a sa part de responsabilité, mais en même temps aussi, il y a que vraiment les départements, notamment du budget, qui gèrent vraiment les aspects salaires là, aussi vraiment
Mais il faut comprendre aussi qu'au niveau du MENA, par exemple, même ceux qui donnent les autorisations pour les virements, par exemple, de salaire, c'est pas forcément donc des cadres du MENA. Ils sont détachés, c'est des personnels détachés, notamment les aspects, tout ce qui est financier, c'est des personnels détachés. Tout ce qui est DRH, c'est du personnel aussi détaché. Donc ça fait que vraiment, on n'a pas totalement la même mise. Mohamed Sanoussi Kaba, il est conseiller juridique au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On n'a plus beaucoup de minutes, mais allez-y rapidement. Monsieur Kaba, je voudrais qu'on revienne un peu sur la digitalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de fond en comble à quoi va servir cette digitalisation dans le système? La digitalisation du système va avoir beaucoup d'avantages. Bien évidemment que ça fera des mécontents parce que tout le monde ne sera pas forcément au même niveau. Il y a l'accès par exemple à l'internet, l'accès à la connexion et autres là. On peut dire quand même que la Guinée est l'un des pays, même si nous ne nous rendons pas compte, mais la Guinée est l'un des pays vraiment qui a un taux de connectivité qui est assez élevé. C'est-à-dire qu'il y a une couverture, il y a une couverture. Parce que le besoin existe. Voilà, le besoin existe. Le service reste à désirer. Voilà, ça reste à désirer, mais ce qui reste clair quand même, c'est qu'au moins, il est rare de voir vraiment une sous-préfecture de la Guinée où il n'y a pas au moins. On peut dire peut-être la qualité vraiment du réseau pose problème, mais il est rare de voir vraiment une sous-préfecture de la Guinée où vraiment on n'a pas au moins un accès vraiment à ça. Alors donc, ça c'est déjà peut-être des choses qu'il faut vraiment régler pour vraiment rendre encore plus opérationnel, plus efficace, et notamment le processus de digitalisation. Mais comme je le disais, il y a beaucoup d'avantages qui sont liés à ça. Ça permettra de savoir qu'est-ce qu'on gère concrètement. D'accord. Savoir qu'est-ce qu'on gère concrètement. Il n'est pas rare de voir vraiment que les statistiques parfois se contredisent. C'est-à-dire quand vous demandez par exemple le nombre d'enseignants, on peut vous donner parfois trois données différentes, statistiques qui se contredisent parfois. Oui, parce que tout simplement il y a un problème de traçabilité. Alors donc la digitalisation va permettre donc la traçabilité là, savoir exactement il y a combien d'enseignants à une période. Ça veut dire qu'aujourd'hui on ne connaît pas exactement le nombre d'enseignants qui gèrent le MENA. C'est difficile de le dire parce que si nous pouvons vraiment facilement connaître le nombre d'enseignants peut-être du secteur public, mais le secteur privé, ça échappe parfois un peu au contrôle. Pourquoi? Parce que les écoles se créent. Il y a des écoles parfois qui se créent, qui ne sont même pas encore agréées, qui ne sont pas officiellement reconnues par l'autorité. Mais ces écoles-là fonctionnent. Alors donc, c'est pas normal. Bien évidemment, c'est pas normal. C'est pourquoi vraiment, il faut vraiment des études. Actuellement, ces études-là sont en cours. Ce sont des collectes de données qui sont entreprises maintenant là et qui vont permettre donc de savoir où et combien d'écoles on a exactement, et du public et du privé, savoir où sont localisées chacune de ces écoles, savoir également aussi évidemment est-ce que c'est une école à cycle complet, combien d'enseignants il y a, qui sont les enseignants là, quel est leur profil. Sauf que ce sont les mêmes enseignants qui sont dans toutes les écoles en même temps. Oui, mais attendez. Les bons enseignants sont saturés, si on peut dire ça comme ça. J'en connais, ils sont là d'ailleurs. Monsieur Mohamed Ali, non. Ils sont obligés d'aller dans des différentes écoles privées, par exemple. Monsieur Mohamed Ali, ces enquêtes-là n'aboutiront jamais. Parce que les gens ne donneront jamais les vraies statistiques. Là, je vous le dis. Ce qui est sur le net, moi, je vais un peu revenir sur la question. Est-ce que, toujours dans le cadre de la digitalisation, qu'est-ce que le MENA va entreprendre, comme l'a fait le ministère de l'Enseignement supérieur, pour accéder à l'enseignement supérieur si vous êtes admis officiellement dans la plateforme Goupol, quand vous vous inscrivez, ça marche. Pour des candidats, par exemple, qui doivent faire les examens nationaux en Guinée, qu'est-ce que le ministère est en train d'entreprendre ou bien voudrait entreprendre dans les années futures par rapport à cela? Déjà, on peut vous dire que déjà, peut-être pour l'ouverture prochaine, cette année déjà, il y a des études qui ont déjà commencé, il y a des collectes de données qui ont déjà commencé, mais on veut entreprendre la mise à disposition d'un identifiant unique. Un identifiant unique, donc l'enfant qui vient au préscolaire ou bien qui vient par exemple à l'école primaire va avoir un identifiant, c'est-à-dire un numéro matricule. Ce numéro matricule-là va le suivre partout parce que il n'est pas rare de voir vraiment quelqu'un qui est né Mohamed Sanoussi Kaba à l'école primaire et puis entre temps il arrive au collège, c'est Mohamed Kaba et quand il arrive à l'université c'est Ahmed Kaba ou bien c'est Sanoussi Kaba. Donc c'est des choses parfois vraiment parce que les gens ils essaient vraiment de contourner parfois les règles. Mais ça c'est un problème de système, ça. C'est un problème de système. Il y a des complices toujours dans le système. Il y a un problème de la complicité, mais ce qui est clair quand même, c'est qu'au moins avec vraiment un identifiant unique, on mettra juste votre matricule et automatiquement on saura vraiment, on pourra
retracer l'historique là, donc vraiment de votre parcours, de tout votre parcours. D'accord. Donc ça c'est l'un des... J'ai une dernière question. Elle n'a jamais posé de question. Je pas, d'accord. Moi je dirais, si toutefois que le MENA dispose un budget vraiment qui lui permet de bien fonctionner, est-ce que le MENA peut passer comme les autres MENA c'est-à-dire des pays ouest africains, pour passer des concours aux gens qui doivent intégrer différentes ENI? Merci. J'ai bien apprécié tout à l'heure votre question que vous avez posée un peu plus tôt. Ça concerne vraiment le profil d'entrée. Je l'avais dit peut-être au téléphone, il faut qu'on règle cette question définitivement une fois pour toutes. Dans les autres pays du voisinage, pour être vraiment instituteur, il y a non seulement, après avoir obtenu le baccalauréat, vous faites un concours. C'est-à-dire que c'est vous qui vous portez candidat. On ne vous oriente pas par la force, comme ça se fait chez nous. Quand on doit orienter, qu'on envoie vraiment les plus faibles. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure là, quand on oriente les plus faibles vraiment dans les institutions d'enseignement, des institutions de formation des formateurs, ça pose un problème. Donc vous allez candidater. Vous candidatez si vous pensez que vraiment vous êtes capable. Donc c'est par concours et ensuite vous faites 2 ans de formation donc pédagogique et par la suite le tout est sanctionné par un examen de sortie, lequel examen de sortie va vous permettre donc de pouvoir faire un stage de formation et ce stage de formation là peut aboutir maintenant à votre engagement à la fonction publique. Pour ce qui concerne par exemple les enseignants du secondaire, donc les professeurs de collège et de lycée, le profil d'entrée dans d'autres pays, dans les pays du voisinage, c'est d'abord il faut avoir un diplôme universitaire dans une spécialité. Vous avez eu une licence en mathématiques ou bien une maîtrise ou bien un master en mathématiques, c'est vous qui le savez, mais en tout cas vous candidatez, vous postulez maintenant à l'ENS, l'école normale supérieure. Vous faites un concours, vous êtes recruté. Ce n'est pas le cas chez nous ici. Donc après le baccalauréat, on envoie certains à l'ENI, on envoie certains... On est obligé de le débarrasser parce qu'il y a une question de finance derrière. Je vous dis encore, c'est une histoire de système. En tout cas, on aurait peut-être qu'on va vous réinviter pour parler d'autres sujets, peut-être à l'approche des examens, parce que ça serait des sujets très très intéressants. Les réformes que vous apportez, surtout cette année au niveau des différents examens, ça serait intéressant de vous avoir plus longuement sur la question. Mais aujourd'hui, on va se limiter là, juste le temps de vous remercier. Monsieur Kaba, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et remercie tous vos collaborateurs et tous vos invités et tous vos millions d'auditeurs. Parce que et c'est ce que nous faisons tous les jours, être et savoir. On se retrouve demain dans un autre numéro. Au revoir. Les problématiques culturelles et sociales qui traversent l'école continueront d'être au centre de nos préoccupations sans jamais perdre de vue les questions fondamentales de la réussite, de l'échec et du devenir des élèves et des étudiants. Parce que l'éducation n'est pas qu'une affaire scolaire, Mohamed Ali Condé élargit le champ de son émission pour s'intéresser à la transmission sous toutes ses formes, à l'école jusqu'à l'université, mais aussi en famille, seul face aux écrans, comme dans les lieux culturels et les espaces professionnels. Radio Espace. Être et savoir. Être et savoir.